Et j'ai dit: «Non, j'ai vraiment besoin ce soir». Alors il a dit: «Mais je suis épuisé». J'ai dit: «Eh bien, qu'est-ce qui te donnerait un peu de ton esprit?» Il a dit: «Eh bien, au sommet de sa gloire, Mel Brooks avait tout. Des films à succès, des tonnes de prix et un nom gravé dans l'histoire d'Hollywood. Il était l'homme qui pouvait faire rire le monde entier avec une seule phrase». Pourtant, derrière le rideau du succès se cachait un parcours bien plus désordonné et bien plus audacieux que quiconque ne l'imaginait. Il a mené des batailles qui ont failli détruire sa carrière, s'est heurté à des amis et à des studios et a affronté des controverses qui auraient réduit au silence un homme de moindre envergure. Aujourd'hui, à 99 ans, il vit une vie que peu de gens connaissent en monde vraiment. Mais comment Mel Brooks est-il arrivé là ? Et qu'est-ce que cela lui a coûté cours de route ? L'ascension d'une légende de la comédie ? Aujourd'hui, Mel Brooks a 99 ans, l'un des noms les plus célèbres de la comédie, et il est encore assez vif pour faire rire dans n'importe quelle pièce. Il est lauréat d'un EGOT, l'un des rares artistes à avoir remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony. Son nom est associé à certains des films les plus drôles jamais réalisés. Mais malgré le succès et la reconnaissance, son chemin vers le sommet n'a pas été facile. Il a commencé dans l'un des environnements les plus difficiles que l'on puisse imaginer pour une future légende hollywoodienne. Mel Brooks est né Melvin Kaminsky le 28 juin 1926 à Brooklyn, New York. Mais contrairement à la plupart des enfants, son arrivée n'a pas eu lieu dans un hôpital. Au lieu de cela, elle s'est produite directement sur la table de la cuisine du petit appartement familial. Sa mère, Kate, était venue d'Ukraine aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Mais ses premières années ont été marquées par les difficultés. Pour ne rien arranger, lorsque Mel n'avait que 2 ans, son père est décédé de la tuberculose rénale. Cette perte a laissé Kate élever seule 4 garçons pendant la Grande Dépression. L'argent était toujours rare, l'appartement de la famille était exigu et leurs repas étaient simples. De plus, Mel était petit pour son âge, souvent malade, et est devenu une cible facile pour les brutes du quartier. Mais au lieu de se replier sur lui-même, il a appris à se défendre avec un humour rapide. S'il pouvait faire rire les gens, il ne se prendrait sûrement pas à lui. Et même à ce jeune âge, il comprenait le pouvoir qu'il y avait là-dedans. À l'âge de 9 ans, la vie de Mel a pris une tournure inattendue. Il a été emmené par son oncle voir le spectacle de Broadway Anything Goes. La musique, la danse et l'énergie ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait vécu auparavant. Ce soir-là, il a décidé qu'il voulait faire partie du monde du spectacle. Ce n'était pas seulement un rêve, dans son esprit, c'était une décision. Parlant de cette expérience dans une interview, il a dit « Ce spectacle m'a changé et a changé ma vie. Et mes mains me brûlaient d'avoir crié et applaudi si fort après la fin. Et je me souviens être rentré dans le taxi d'Oncle Joe et je me souviens avoir dit alors qu'il me ramenait chez moi à Williamsburg « Oncle Joe, je veux faire partie de ce spectacle, je veux faire partie du monde du spectacle. Je ne vais pas entrer dans le centre de confection, je ne vais pas pousser un portique de vêtements jusqu'à la poste. Je vais écrire des chansons, je vais chanter des chansons, je vais entrer dans le monde du spectacle. » Et je le savais et je n'ai jamais dévié. À 14 ans, il a obtenu son premier vrai emploi dans le divertissement. Il a été engagé comme animateur au bord de la piscine, également connu sous le nom de Tumbler, dans un hôtel des Catskills. Son travail consistait à divertir les clients tout au long de la journée avec des blagues, des cascades et des plaisanteries. C'était une leçon importante sur la façon de lire un public, mais c'était aussi un travail risqué pour quelqu'un d'aussi déterminé à faire rire. Dans un sketch, Mel a rempli une valise de pierre, faisant semblant qu'il s'agissait de bagages, puis est tombé dans la piscine. La cascade a fonctionné et les gens ont ri, mais Mel a failli ne pas remonter à la surface et a dû être sorti. Ces difficultés ne se sont pas arrêtées là, car la Seconde Guerre mondiale a interrompu ses premiers projets de carrière. 1944, à seulement 18 ans, Mel a été enrôlé dans l'armée américaine. Il a servi comme ingénieur de combat, effectuant des tâches dangereuses comme le déminage et la construction de ponts sous le feu ennemi. Même dans ces conditions, il a trouvé des moyens d'apporter de l'humour à la situation.
Il a notamment installé des haut-parleurs pour diffuser de la musique juive, direction des troupes allemandes, une forme de guerre psychologique, à la fois défi et remontant le moral. Après la guerre, Mel est retourné à New York et a repris là où il s'était arrêté dans le divertissement. Il a de nouveau travaillé dans des centres de villégiature des Catskills, avec plus de confiance et un sens comique plus aiguisé. Il a fait des sketchs, raconté des histoires et appris à improviser de manière à captiver le public, quel que soit le contexte. Ces années sont devenues son terrain d'entraînement pour le timing, le débit et la créativité. Mais le véritable tournant s'est produit au début des années 1950, lorsque Mel a rejoint l'équipe de rédaction de Your Show of Shows de Sid Caesar. C'était l'âge d'or de la télévision directe et la salle des auteurs était remplie de futures légendes comme Carl Reiner, Neil Simon, Woody Allen et Larry Gilbert. Le fait d'être dans cet environnement a forcé Mel à constamment proposer ses meilleures idées. Il est rapidement devenu connu pour sa capacité à prendre une prémisse simple et à la transformer quelque chose d'imprévisible et d'hilarant. Pendant son passage dans l'émission, Mel a noué un partenariat créatif étroit avec Carl Reiner. De leur amitié est né Le vieil homme de 2000 ans, un sketch dans lequel Carl interviewait Mel, qui jouait un homme prétendant avoir 2000 ans. Le sketch a commencé comme quelque chose qu'ils faisaient pour se faire rire l'un l'autre, mais lorsqu'ils l'ont partagé avec d'autres, il a suscité une réaction si forte qu'ils l'ont enregistré. L'album est devenu un succès culte, mettant en valeur l'esprit vif et le talent d'improvisation de Mel. Au milieu des années 1960, Mel était prêt à passer au cinéma. Son premier long métrage, Les Producteurs, ne ressemblait à rien de ce que le public avait vu auparavant. L'intrigue suivait deux hommes essayant de profiter de la production d'un spectacle de Broadway délibérément terrible qui se trouvait être appelé « Le Printemps » pour Hitler. C'était une décision audacieuse pour un début, mais elle a porté ses fruits. Mel a remporté l'Oscar du meilleur scénario original, s'imposant instantanément comme un cinéaste prêt à prendre des risques. Mais le succès des producteurs n'était que le début. Au cours des 2 décennies suivantes, Mel a sorti une série de films à succès qui sont devenus des classiques de la comédie. Ces films n'étaient pas seulement populaires, ils repoussaient les limites. Mel Brooks avait une façon de mélanger un commentaire social pointu avec une farce grossière, faisant des films qui plaisaient à la fois au public occasionnel et à ceux qui recherchaient quelque chose de plus subversif. Son style était audacieux. Il n'avait pas peur d'aborder des sujets controversés, à condition que le résultat final soit intelligent, drôle et fasse réfléchir les gens, tout les faisant rire. Au moment où il s'était forgé une réputation de maître de la comédie, Mel avait déjà vécu la pauvreté, la perte, la guerre et le défi constant de faire ses preuves dans l'une des industries les plus compétitives au monde. À chaque étape du chemin, il a transformé les revers matériels et les obstacles motivation. Et tandis que le public voyait un homme qui pouvait faire rire des millions de personnes, son parcours personnel avait sa propre part de lutte et de défi qui ont mis à l'épreuve sa résilience d'une manière que personne dans le public ne pouvait voir. Les luttes derrière le rire. Malgré le succès de Mel Brooks et sa réputation d'homme le plus drôle du monde, sa carrière a été loin d'être un long fleuve tranquille. Son image publique était celle d'un génie de la comédie confiant et inarrêtable. Mais coulisses, il a connu des moments d'instabilité financière, de déception créative et de chagrin personnel qui auraient pu facilement mettre fin à sa carrière s'il n'avait pas continué à aller de l'avant. L'un des faits les plus surprenants de la vie de Mel est que même après avoir remporté un Oscar pour Les Producteurs 1967, il vivait toujours avec de graves problèmes d'argent. L'Oscar lui a donné du prestige, mais il ne lui a pas rapporté les revenus que la plupart des gens imaginent. Fait, ce n'est qu'après l'énorme succès de Blazing Saddles 1964 qu'il a finalement trouvé une véritable stabilité financière. Ces années entre les deux ont été un exercice d'équilibre constant qui consistait à essayer de construire une carrière dans le cinéma, tout s'assurant qu'il y avait assez d'argent pour continuer. 1960, Mel a réalisé Les 12 chaises, une adaptation d'un roman satirique russe. Les critiques ont salué le film pour son esprit et son style, mais le public n'a pas répondu grand nombre.
Les résultats au box-office ont été si décevants que Mel a sérieusement envisagé d'abandonner la réalisation et de retourner à l'écriture pour la télévision juste pour pouvoir payer ses factures. C'était un moment de lucidité pour quelqu'un qui, quelques années plus tôt, était célébré comme la nouvelle voix comique audacieuse d'Hollywood. Ce ne serait pas la dernière fois que Mel devrait faire face à des revers commerciaux. Tout au long de sa carrière, ses films ont souvent divisé le public. Certains, comme Young Frankenstein et Spaceballs, sont devenus des classiques bien aimés. D'autres, comme Life Stinks, n'ont pas réussi à trouver un large public lors de leur exploitation sale. Mel a toujours défendu ses projets, insistant sur leur valeur artistique, mais les mauvais chiffres au box-office ont tout de même été un coup dur. Pour quelqu'un d'aussi passionné par son travail que Mel, chaque échec était personnel. Outre l'incertitude financière, Mel a également souffert d'anxiété pendant ses premières années à la télévision, particulier lors de l'émission Your Show of Shows de Sid Caesar. Le fait de travailler dans un environnement de télévision directe sous haute pression avec des délais serrés et de grandes attentes le laissait souvent se sentir dépassé. La salle des auteurs était remplie de fortes personnalités et malgré son talent, Mel doutait parfois de lui-même. Parlant de cette lutte dans une interview, il a dit « J'ai commencé à devenir nerveux et j'ai pensé que je n'étais pas à la hauteur parce que Lucille et Mel travaillaient dur pour trouver assez de matériel et j'ai senti que je prenais du retard. Je ne pouvais pas fabriquer assez ou trouver assez de comédie. Alors, j'ai commencé à devenir très anxieux, profondément déprimé et nerveux. Et je me souviens avoir dit à Mel Tolkien « Je vomis entre les voitures gaz garées, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dormir, c'est impossible ». Le stress était constant. Mais contrairement à de nombreux artistes de sa génération, il ne s'est jamais tourné vers l'alcool ou les substances illicites pour s'évader. Mel n'a jamais lutté publiquement contre la toxicomanie, un fait qui le distingue dans une industrie où les habitudes autodestructrices étaient courantes. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur la discipline, l'humour et le soutien d'amis proches pour surmonter la pression. L'une des pertes personnelles les plus difficiles de la vie de Mel est survenue 2020, qui était une vinte, lorsque son ami et collaborateur de toujours, Karl Reiner, est décédé. Les deux hommes s'étaient rencontrés au début de la télévision et avaient bâti un partenariat créatif qui a duré des décennies, mais leur lien allait bien au-delà du travail. Ils étaient aussi proches que la famille, se parlant quotidiennement et passant souvent des soirées ensemble. La mort de Karl a laissé un vide dans la vie de Mel qu'il n'a jamais essayé de cacher. Pendant toute une année par la suite, Mel a continué à se rendre chez Karl pour dîner, s'asseyant à la même place qu'ils avaient partagé lors de tant de repas. C'était sa façon de maintenir ce lien vivant un peu plus longtemps. Malgré toutes ces difficultés, Mel n'a jamais laissé les revers le définir. Les difficultés financières ne l'ont pas fait abandonner, les déceptions critiques ne l'ont pas empêché de prendre des risques et les pertes personnelles ne lui ont pas enlevé son humour, même si cela l'a rendu un peu plus lourd à porter. Mais si sa carrière et ses amitiés ont façonné une grande partie de sa vie, son histoire personnelle a également été définie par l'amour et les relations qui l'ont porté à travers les hauts et les bas. Une vie façonnée par l'amour et la perte. Malgré tout le bruit, l'esprit et l'énergie vive que Mel Brooks apporte à son travail, sa vie amoureuse raconte une histoire plus douce et plus stable. Son parcours amoureux a commencé au début des années 1950, bien avant qu'il ne soit l'icône de la comédie que le monde connaît aujourd'hui. Son premier mariage a eu lieu avec Florence Ball, une talentueuse actrice de Broadway qui s'était déjà taillé une place sur scène. Les deux se sont mariés en 1953, à une époque où Brooks était encore train de trouver ses marques dans le monde du spectacle. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Et pendant un certain temps, la vie a semblé suivre un chemin traditionnel de travail stable, une jeune famille et un engagement commun envers les rêves de chacun. Mais à mesure que les exigences de la carrière de Brooks augmentaient, les pressions liées à l'équilibre entre l'ambition et la vie familiale augmentaient également. Le mariage a pris fin en 1962, une conclusion tranquille qui a marqué la fin d'un chapitre et a laissé Brooks naviguer dans la vie à la fois en tant qu'artiste et père qui travaille. Puis, 1961, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sur le plateau d'une émission de télévision, Brooks a croisé une femme qui allait changer sa vie à jamais.
Elle s'appelait Anne Bravtoft. Et à l'époque, elle était déjà une actrice établie, admirée pour sa présence imposante à l'écran comme dehors. Leur rencontre n'a pas été la romance hollywoodienne typique et fulgurante. Au lieu de cela, elle s'est construite lentement et régulièrement. Brooks était captivé par son intelligence et sa chaleur, et Bravtoft, à son tour, a vu lui un charme et un esprit vif qu'il était impossible d'ignorer. Lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, Brooks n'avait pas encore le succès financier qu'il allait connaître plus tard. Il y a eu des moments où ses ressources ne pouvaient pas suivre son désir de l'impressionner. Dans un cas révélateur, lors d'un de leurs premiers rendez-vous, Bravtoft a soudainement aidé à payer l'addition sans pour autant le faire se sentir inférieur. Ce genre de compréhension et de grâce a défini leur relation dès le début. Ils se sont mariés en 1964, formant un partenariat qui allait durer plus de 4 décennies. Leur mariage n'était pas seulement basé sur la romance, c'était une collaboration au sens propre du terme. Ils ont travaillé ensemble sur plusieurs projets, Bancroft apparaissant dans les films de Brooks et lui apportant son soutien d'une manière souvent invisible pour le public. Brooks, à son tour, a célébré ses réalisations et a été extrêmement fier de sa carrière. Leur respect mutuel pour le talent artistique de chacun signifiait qu'il n'était jamais question que l'un éclipse l'autre. Au lieu de cela, ils semblaient s'élever mutuellement. 1972, ils ont accueilli leur seul enfant ensemble, Max. Alors que Brooks était déjà père, l'arrivée de Max à un moment aussi charnière de sa carrière a apporté un sentiment de famille renouvelé dans sa vie. Il a concilié les productions cinématographiques et l'écriture avec la paternité, structurant souvent son emploi du temps pour prendre le temps de s'occuper de sa famille, même au milieu du chaos d'Hollywood. Leur vie de famille était chaleureuse et remplie de rires, mais aussi ancrée. Ils ont évité les excès de la vie de célébrité, préférant les dîners si tranquilles et les routines partagées aux apparitions publiques constantes. Mais même les partenariats les plus solides sont confrontés à des défis et le leur a été mis à l'épreuve de la manière la plus déchirante. 2005, Anne Bravtoft est décédée d'un cancer de l'utérus. Pour Brooks, c'était une perte qui a laissé un vide impossible à combler. Ils avaient passé 41 ans ensemble, au cours desquels ils avaient construit non seulement un mariage, mais tout un monde partagé. Sans elle, Brooks s'est retrouvé à naviguer dans des espaces familiers qui lui semblaient soudain étrangers. Dans les années qui ont suivi son décès, Brooks a parlé ouvertement de la difficulté de vivre sans elle. Il ne s'est jamais remarié et, de toute évidence, il n'a jamais essayé de remplacer ce qu'ils avaient. Selon ses propres termes, une fois que vous êtes marié à Anne Bravtoft, les autres ne semblent plus attrayantes. Même aujourd'hui, les souvenirs de leur temps passé ensemble restent une présence constante dans sa vie. Les routines qu'ils ont construites ensemble persistent, les repas qu'ils avaient l'habitude de partager, les endroits qu'ils aimaient visiter et les blagues que seuls les deux comprenaient. La mort d'Anne Bravtoft n'a pas seulement marqué la fin d'un mariage. Elle a marqué la perte d'une partenaire créative et d'une meilleure amie. Brooks a souvent réfléchi à l'influence qu'elle a eue non seulement sur son bonheur personnel, mais aussi sur son travail professionnel. Son encouragement lors de ses premiers projets de film lui a donné la confiance nécessaire pour prendre des risques créatifs, et sa confiance, son instinct comique était inébranlable, même lorsque les critiques ou les studios doutaient de lui. Perdre une personne aussi importante dans sa vie a inévitablement façonné les années qui ont suivi. Brooks s'est parfois jeté à corps perdu dans le travail, utilisant la créativité à la fois comme une distraction et comme un moyen d'honorer sa mémoire. À d'autres moments, il a pris du recul, se laissant l'espace nécessaire pour faire son deuil privé. Malgré la tristesse, Brooks reste profondément reconnaissant du temps qu'ils ont passé ensemble. Il décrit souvent leur mariage comme un cadeau, quelque chose de rare et d'irremplaçable. Et si la douleur de la perte ne s'estompe jamais vraiment, l'amour qu'ils ont partagé continue d'être une source de réconfort. Pour un homme qui a passé sa carrière à faire rire des millions de personnes, sa plus grande joie semble être venue non pas des applaudissements du public, mais des rires partagés autour d'une table de dîner avec la femme qu'il aimait. Mais outre sa belle histoire d'amour, Mel Brooks était connu pour certains moments controversés qui ont profondément marqué sa carrière. Controverses et querelles, Mel Brooks a toujours été le genre de comédien qui ne se contente pas de marcher sur la ligne de ce qui est acceptable.
Il l'a franchie à toute vitesse, souriant tout le temps. Et pendant une grande partie de sa carrière, cette approche audacieuse a fait de lui un héros pour le public qui a soif de quelque chose d'outrageux et d'imprévisible. Mais cela a également fait de lui un paratonnerre pour les critiques, les querelles et les problèmes juridiques. Le même matériel qui lui a valu des fans pour son audace et son originalité lui a également valu de nombreux ennemis court de route. L'un des aspects les plus déterminants de l'humour de Brooks est sa volonté de se moquer de sujets que la plupart des gens n'oseraient sans des pas aborder. Sa parodie de western de 1974, Blazing Saddles, n'était pas seulement drôle, elle était truffée d'insultes raciales, de pics politiques et de scènes qui feraient transpirer même le cadre le plus audacieux. Brooks a souvent expliqué que la satire visait le racisme lui-même, exposant les préjugés, les rendant ridicules. Mais au milieu des années 70, de nombreux critiques et même certains membres de l'industrie cinématographique n'étaient pas prêts à adopter ce genre de comédie. La réaction a été vive, certains l'accusant de franchir une ligne morale. Pourtant, le film est sinon devenu une étape culturelle importante et Brooks n'a jamais renoncé à sa conviction que la meilleure façon de démanteler la haine est parfois de rire jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de pouvoir. Il y a aussi Les Producteurs, son film de 1967 qui était si audacieux dans sa parodie d'Hitler et de l'Allemagne nazie qu'il a failli ne jamais être réalisé. Le concept à lui seul, un couple d'escrocs montant une comédie musicale intitulée Printemps pour Hitler, a suffi à faire fuir les studios. Brooks a passé des mois à faire face à des rejets successifs, la plupart des dirigeants insistant sur le fait que le public n'accepterait jamais une comédie sur l'Holocauste et le Troisième Reich. Même après la fin du tournage, l'indignation a continué. Certains rabbins et organisations juives l'ont accusé de banaliser une tragédie dont on ne devrait jamais se moquer. Brooks a maintenu que son intention était le contraire, de dépouiller Hitler de toute dignité et de le faire paraître absurde. Mais la critique a laissé des traces et pendant un certain temps, les producteurs ont semblé destinés à être plus connus pour leurs controverses que pour leur génie. Les affrontements de Brooks ne se sont pas limités aux critiques. Cependant, dans les coulisses, surtout au début de sa carrière, il s'est forgé la réputation d'être, comme l'ont décrit certains de ses collègues, intensément impliqué, ce qui était une façon polie de dire qu'il pouvait être autoritaire. Dans les salles d'écriture de la télévision et sur les plateaux de cinéma, Brooks était connu pour défendre sa vision avec une énergie implacable, parfois passant outre les autres voix ou exigeant des changements de dernière minute. Pour un réalisateur, ce genre de concentration peut être une force, mais à Hollywood, cela peut aussi mener à des frictions. Et pour Brooks, c'est parfois arrivé. L'un de ses démêlés juridiques les plus médiatisés est venu de Blazing Saddles lui-même. L'actrice Hedy Lamarr, une icône hollywoodienne des années 1930 et 1940, a découvert que Brooks avait nommé un personnage Hedley Lamarr dans le film. La blague était intentionnelle, bien sûr, mais Lamarr n'y a pas vu d'humour. Elle aurait intenté une action justice de 10 millions de dollars contre Brooks et Warner Brothers, affirmant que l'utilisation de son nom et de son image était non autorisée et préjudiciable. Brooks se moquerait plus tard de la situation dans des interviews, mais à l'époque, l'affaire était assez grave pour faire les manchettes. Même ses collaborations avec des amis proches n'ont pas été à l'abri des tensions. Son long partenariat avec Gene Wilder a produit certaines de ses œuvres les plus appréciées, dont Young Frankenstein. Mais des décennies plus tard, lorsque Brooks a adapté le film classique Une comédie musicale de Broadway, tout ne s'est pas passé sans heurts. Des rapports ont fait état de désaccords créatifs sur l'orientation de la version scénique, Wilder étant mécontent de certains changements et Brooks refusant de transiger sur sa vision. La friction n'a pas exactement dégénéré une dispute publique, mais elle a suffi à tendre l'une des relations créatives les plus célèbres de la comédie. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces controverses n'a jamais semblé vraiment ralentir Brooks. Au contraire, elles ont fait partie de sa légende et ont prouvé qu'il était prêt à prendre le risque d'offenser afin de faire rire.
Les mêmes qualités qui l'ont rendu polarisant, comme son entêtement, son style sans détour et son insistance à faire les choses à sa manière, sont les traits mêmes qui ont construit sa carrière. Et si Hollywood a changé au fil des décennies, avec de nombreux comédiens qui évitent désormais certains sujets, Brooks croit toujours au pouvoir de repousser les limites. Sa carrière est remplie de rappels que la comédie, dans ce qu'elle a de plus audacieux, aura toujours le potentiel d'offenser et que parfois le fait même d'offenser est ce qui rend la blague digne d'être racontée. Mais la question que tout le monde se pose est la suivante. Après toutes les batailles qu'il a menées, où se trouve exactement Mel Brooks aujourd'hui et qu'est-ce qui le tient plus occupé que la plupart des comédiens de la moitié de son âge? Où est sur Mel Brooks aujourd'hui? À 99 ans, Mel Brooks est la preuve vivante que la comédie peut garder une personne jeune. Il n'est peut-être plus le tourbillon incessant qu'il était dans les années 1970 et 1980, mais il est loin de s'effacer. Son port d'attache ces jours-ci est la Californie du Sud, très probablement dans le confort et l'intimité de Santa Monica. Aux yeux du public, Brooks est passé d'une production cinématographique incessante à des apparitions soigneusement choisies. Il est plus sélectif quant à ce qu'il accepte, refusant souvent les offres qui exigeraient le genre d'horaires longs et épuisants qu'il embrassait autrefois sans hésitation. Cela ne veut pas dire qu'il est inactif, cependant, loin de là. Ces dernières années, il a prêté sa voix incomparable à des films et émissions d'animation, rappelant au public que son sens du timing comique fonctionne tout aussi bien sans qu'il ait à se tenir devant une caméra. Et lorsqu'il apparaît personne, comme au Peabody Awards 2024, cela nous rappelle que son esprit vif ne s'est pas émoussé d'un iota. Malgré des décennies de célébrité, Brooks est devenu plus discret avec l'âge. Il ne se pavane pas aux fêtes hollywoodiennes et ne court pas après l'attention des médias, préférant un rythme plus tranquille axé sur la famille. Ses enfants, dont l'écrivain Max Brooks, et ses petits-enfants sont une présence constante dans sa vie. Il le garde les pieds sur terre, lui apportant de la joie et, à bien des égards, porte le flambeau de la créativité et de la curiosité qui l'a toujours défini. Une partie de son confort dans ce dernier chapitre de sa vie vient du simple fait qu'il l'a mérité. Brooks est l'une des 21 personnes au monde à avoir atteint le statut d'EGOT, remportant un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award. Ce n'est pas seulement un fait divers, c'est une distinction rare qui le cimente au plus haut rang de l'histoire du divertissement. Pourtant, l'homme qui s'épanouissait autrefois dans une comédie scandaleuse et audacieuse n'a pas perdu sa conviction quant au but de l'humour. Pour Brooks, le rire n'est pas seulement un divertissement, c'est une question de survie. Il a dit à maintes reprises au fil des ans que la comédie est à la fois un bouclier et une arme, un moyen de se protéger de l'obscurité du monde tout perçant ses absurdités. Et si quelqu'un sait comment affronter l'obscurité, c'est bien Mel Brooks qui a survécu à ses amis, à ses collaborateurs et même à sa bien-aimée épouse, Anne Braftoft. Pourtant, malgré tout, il a trouvé des moyens de transformer sa douleur personnelle, quelque chose qui peut faire sourire les autres. Parlant de l'idée de la retraite, il a dit « Je peux encore monter sur scène et parler, alors pourquoi pas ?» On atteint un certain âge et on commence à raconter l'histoire de sa vie. C'est ce que je fais et il me paie pour ça. Et il me paie plus qu'avec de l'argent. Il me paie avec des vagues d'amour et de rire. Et on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Mel Brooks n'est pas seulement une figure aimée du passé d'Hollywood, il est une influence active sur son présent et son avenir. Des générations de comédiens ont étudié son audace à aborder des sujets tabous et il reste un exemple de la façon dont l'humour peut être utilisé pour provoquer la réflexion sans perdre de valeur de divertissement. Cette influence ne vient pas seulement de l'imitation. L'œuvre de Brooks a servi de modèle créatif pour les artistes qui veulent bien défier le public tout le faisant rire. Il a prouvé que la comédie pouvait être outrageuse mais intelligente, stupide mais profondément humaine. Sa capacité à transformer la tragédie rire sans la banaliser a donné à d'autres la permission de raconter des histoires difficiles de manière non conventionnelle. Brooks nous rappelle également que le risque créatif vaut la peine. Bon nombre de ses films ont été confrontés au rejet, à la controverse ou au risque financier avant de connaître le succès. Mais il n'a jamais renoncé à son instinct de repousser les limites.
Ce courage a inspiré d'innombrables autres personnes à faire confiance à leur propre voix comique, même lorsque l'industrie dit non. Pour Brooks, la comédie a toujours été plus qu'une carrière. C'est sa façon de donner un sens à la vie, de communiquer avec les autres et de guérir les blessures. À près d'un siècle, il incarne toujours cette conviction et c'est peut-être son plus grand cadeau au monde, la foi inébranlable que le rire peut vraiment nous unir. Quel est votre souvenir préféré de Mel Brooks ? Déposez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo sur votre écran.